Bonjour, on se retrouve pour la deuxième séquence liée aux différentes questions qu'on n'a pas pu aborder en cours à cause de la grève. Alors pour cette séquence-là, on va se poser la question en fait des différences qu'ont pu obtenir les lycéens dans le cadre de cette étude, qui ont passé leur bac, et les différences qu'on peut observer en fait entre les notes qu'ils obtiennent dans certaines matières, comme par exemple une note obtenue en français, en langue étrangère ou en philosophie. En fait, on avait choisi il n'y a pas très longtemps de moyenner différentes notes obtenues dans des matières qu'on avait entre guillemets qualifiées de littéraires. Il y avait le français, il y avait la langue étrangère et il y avait la philosophie. Il y avait aussi l'histoire géo, mais qu'on ne va pas considérer ici. Alors on avait choisi de les moyenner en pensant peut-être que ça renvoyait à quelque chose qui était quelque chose de l'idée d'une composante générale, littéraire, autour de laquelle peut-être il pouvait avoir certaines compétences, en tout cas au niveau académique. Ici, en fait, la question que je vais me poser, c'est de savoir si les lycéens obtiennent de meilleurs résultats en français, donc qui est la langue maternelle pour la plupart d'entre eux, en langue étrangère, avec souvent l'anglais, l'espagnol, voilà, qui va être choisi comme langue étrangère, mais quelle que soit la langue, en fait, on s'en moque. C'est voilà, est-ce qu'il y a une différence entre langue maternelle, langue étrangère, et puis une différence avec la philosophie, qui est une discipline en fait qui n'est enseignée que en terminale, que dans la dernière année du secondaire, et souvent une discipline qui est un petit peu, disons, la matière dans laquelle les étudiants peuvent présenter des difficultés parce qu'elle nécessite une certaine culture générale et un niveau de réflexion que les lycéens n'ont pas toujours, ou en tout cas n'ont pas une pensée mature suffisante pour pouvoir obtenir des résultats aussi bons peut-être qu'en français ou qu'en langue étrangère. Donc je me demande, voilà, je me dis, est-ce que les lycéens obtiennent de meilleurs résultats en français, en langue étrangère ou en philosophie? Est-ce qu'il existe des différences? Est-ce que finalement c'est des profils assez homogènes ou est-ce qu'il y a vraiment des différences qui existent et qu'on pourrait généraliser, inférer en tout cas à la population lycéenne française qui passe le bac? Donc voilà la question que je me pose. Est-ce qu'il y a des différences entre les résultats, les notes obtenues en français, en langue étrangère, en philosophie au bac? La première chose, comme d'habitude, il va falloir identifier les variables en jeu ici. Et c'est sûr qu'on est sur une situation un peu plus compliquée parce que les variables qui sont en jeu dans cette question ne sont pas des variables qu'on identifie par exemple, dans la Bible de codification ou dans les colonnes de la base de données dans SPSS. C'est vrai qu'on ne va pas voir apparaître ces variables-là parce qu'elles introduisent ici une variable intrasujet et que c'est toujours un tout petit peu plus difficile de percevoir une variable intrasujet. Mais on l'a déjà fait un peu plus tôt et on avait réalisé des test students pour échantillons à parier. Ici, on est dans une situation un peu identique, mais on compare plus que deux valeurs. Donc on ne va pas faire un test student, on va partir sur une ANOVA, on va le voir, on va voir comment on arrive à ce résultat-là dans notre raisonnement, mais on va partir sur une ANOVA avec ici effectivement des groupes à parier parce qu'on va comparer des résultats obtenus dans trois matières, mais par les mêmes lycéens à chaque fois. On aura 90 lycéens qui auront une note en français, en langue étrangère, en philosophie. Alors concrètement, comment ça se présente? Alors voilà, on va avoir une variable qu'on va appeler la variable note. Comme toute note, c'est une variable par intervalle, c'est-à-dire qu'entre un 15 et un 14, je connais l'intervalle qui sépare les deux valeurs que prend cette variable, 15 et 14. L'intervalle, il est dans le point. Donc on est bien sur une variable par intervalle, ou encore d'autres terminologies associées, variable numérique, variable continue, ça veut dire la même chose. La deuxième variable, c'est une variable qu'on va appeler, c'est une variable intrasujet. Donc comme elle n'existe pas encore dans notre Bible de codification, il faut lui trouver un nom, et j'ai choisi, d'une manière, je pense, relativement pertinente, de l'appeler matière, puisque finalement elle renvoie aux trois matières qui sont étudiées ici, français, langue étrangère et philosophie. Voilà les trois matières. Alors c'est une variable qui est une variable nominale, qui a k modalité, c'est-à-dire plus que 2, elle en a 3 ici, et qui va définir k groupe à parier, c'est-à-dire que on va avoir, chaque personne va obtenir une note en français, donc il y aura 90 lycéens qui vont obtenir une note en français, 90 une note en langue étrangère, 90 une note en philosophie,
et les groupes sont appariés, c'est-à-dire que ce sont les mêmes personnes, les 90 mêmes personnes dans chacune donc, des matières et des notes obtenues. Donc voilà la situation dans laquelle on se trouve. Si on se réfère au document d'aide au choix du test statistique que je vous ai distribué, et bien voilà, on se situe sur la 4e ligne en gras de ce document. Une des deux variables est nominale avec K modalité, évidemment il s'agit de la variable matière. Et puis, donc qui définit K groupe appareillé ou appareillé, les deux orthographes sont possibles. Et la deuxième variable, c'est le -3. La deuxième variable est numérique, intervalle ou continu. Donc on est sur une ANOVA à mesure répétée. Alors j'ai indiqué ici modèle linéaire général parce que dans SPSS, c'est ce module-là qu'il va falloir utiliser. Donc on est sur une ANOVA à mesure répétée. Donc on va voir maintenant comment effectuer l'ANOVA à mesure répétée dans le logiciel SPSS. Donc je reviens dans SPSS, voilà donc toujours notre base de données, hein, voilà, avec 90 lycéens et toutes les variables, 90, voilà, on voit 90 lignes et toutes les variables donc, qui sont présentes ici, notamment ce qui va nous intéresser ici, la note en français, la note, je cherche la note en langue étrangère et puis la note en philosophie, voilà, c'est ça. Donc ces trois variables-là vont donner lieu en fait à une variable intrasujet et à une variable note donc, qui sera évaluée sur les trois matières. Alors pour réaliser l'ANOVA à mesure répétée, on va dans Analyse comme toujours et puis on va aller dans Modèle linéaire général. Alors attention, regardez, il y a deux lignes qui se ressemblent dans ce menu déroulant, Modèle linéaire général et Modèle linéaire généralisé. Alors, faut que vous ayez le réflexe simplement d'aller sur le premier. Hein. Avant d'aller sur le deuxième, il faut penser à maîtriser le premier. Donc on va se dire, voilà, automatiquement on va dire, bah, je vais déjà faire le premier. Si vous avez un doute, si vous ne savez plus, vous dites, je vais faire le premier parce que ça paraît plus logique de commencer par le premier. Hein. Et le jour où vous maîtriserez les stades, bah, vous pourrez aller voir ce qui se passe dans ce deuxième module. Mais on est bien donc dans modèle linéaire général et on va aller dans mesure répétée. Donc analyse, modèle linéaire général, mesure répétée. Là, on va vous demander, dans la fenêtre qui apparaît, on vous demande le nom du facteur intrasujet. Donc ça, c'est une obligation, il faut qu'il y ait un facteur intrasujet, puisque on est sur des mesures répétées qui sont liées à un facteur intrasujet. En général, c'est des mesures dans le temps, hein, les mesures répétées, mais là, j'avais pas ce qu'il me fallait dans la base de données pour vous faire travailler sur des différentes mesures dans le temps, un T0, un T1, un T2 par exemple. Donc on va comparer simplement les résultats dans les trois matières. Donc il faut nommer ce facteur intrasujet. J'ai choisi, dans le diaporama que je vous ai commenté juste avant, j'ai choisi d'appeler ma variable intrasujet ici, de l'appeler matière. Et le nombre de niveaux, en fait, c'est le nombre de modalités. Il y a une petite erreur dans la manière dont ils ont localisé le logiciel, mais il s'agit bien de nombre de modalités. Donc on a 3 modalités ici, et on fait ajouter. Voilà, matière, 3 niveaux, et je fais ajouter. Vous voyez que la variable matière est désormais disponible ici. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire simplement définir, c'est-à-dire qu'on va le logiciel ne connaît pas encore les modalités, on vient de lui dire qu'il y avait 3 modalités pour cette variable matière, mais il va falloir lui définir ces 3 modalités, donc on va cliquer sur définir, et voilà. Maintenant, on voit les 3 modalités qui sont présentes ici dans variable intrasujet, le premier champ, 3 modalités, mais avec des points d'interrogation parce que le logiciel ne sait pas exactement quelles sont ces modalités. Alors la première chose, c'est qu'on va aller chercher la note en français, qu'on va indiquer comme étant la première modalité, la note en langue étrangère qu'on indique comme étant la deuxième modalité, et puis la note en philosophie qu'on indique comme étant la troisième modalité. On a vu que l'ANOVA, on l'a déjà vu dans l'ANOVA un facteur, voir la séquence précédente, on a vu que l'ANOVA, en tout cas le module d'ANOVA dans SPSS ne donnait pas les caractéristiques descriptives, le tableau descriptif, et on avait déjà dû demander en option dans l'ANOVA un facteur, donc ici c'est la même chose, je vais vous proposer de gagner un petit peu de temps, et de cliquer sur option dans les boutons à droite de cette fenêtre liée aux mesures répétées.
Donc vous avez tout en bas de la liste des boutons, le bouton Options. Donc je clique dessus, et vous voyez que dans les cases à cocher ici à gauche, la première correspond aux statistiques descriptives. Donc on va la cocher, et on va pouvoir faire poursuivre ensuite. Ensuite, OK. Alors là, vous allez peut-être être un peu effrayé par le nombre de tableaux. Je fais défiler mon écran, et je m'aperçois que j'ai 7 tableaux qui sont apparus devant moi. Alors, on va se déstresser un peu, on va se dire, bon, en fait, ça va pas être très compliqué. Il y a le tableau de stats descriptif qui est le deuxième tableau ici, qui nous importe. Et puis, donc toujours, stat descriptif pour décrire ce qu'il se passe dans mon échantillon. Et puis, il y aura un résultat à aller chercher dans le tableau qui s'appelle test des effets intra-sujet. Et on lira simplement, on le verra tout à l'heure, on lira simplement la première ligne ici. Donc voilà, c'est tout. Vous avez 7 tableaux, mais au fond, assez peu de résultats à aller commenter. Alors au niveau des statistiques descriptives, qu'est-ce que j'observe ici? Qu'est-ce qu'il se passe dans mon échantillon, dans cet établissement, concernant les notes obtenues au bac en français, langue étrangère, philosophie? Alors premièrement, en français, c'est en français que les lycéens obtiennent le meilleur résultat au bac en moyenne. Ils ont 12-17. Puis, un petit peu en dessous, on observe la moyenne des notes en langue étrangère. Ici, les lycéens obtiennent dans l'établissement 11,82. Donc il y a une différence déjà entre français et langue étrangère, et on pourrait penser que finalement, ça pourrait être une explication, on est meilleur dans sa langue maternelle que dans une langue étrangère. Alors c'est pas très bien de dire ça, parce que je suis vraiment dans l'interprétation ici. Je dis on est meilleur, en fait on obtient de meilleurs résultats. Là il y a une petite subtilité qui est tout de même assez importante à considérer. On n'est pas forcément meilleur, peut-être que l'évaluation est plus difficile, peut-être que le correcteur est plus exigeant, il peut y avoir beaucoup de raisons, peut-être un programme plus chargé dans une matière que dans l'autre, enfin il pourrait y avoir beaucoup de raisons, c'est pas forcément je suis meilleur dans la matière, simplement effectivement on constate que les lycéens obtiennent de meilleurs résultats en français qu'en langue étrangère, et peut-être que ça pourrait être lié au fait que effectivement le français est la langue maternelle pour la plupart des lycéens, ce que n'est pas évidemment la langue étrangère. Donc ça pourrait être une explication, mais en fait la différence n'est pas si importante que ça entre 12,17 et 11,82. Alors c'est très subjectif de dire ça, et voilà, je ne devrais pas effectivement énoncer ça comme ça, mais je sais que dans un instant on va regarder les tests statistiques et on pourra répondre à cette question-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que comparé à la différence qu'on observera ensuite avec la philosophie, avec un 9,28 en philosophie, eh bien on est sur une différence qui paraît quand même assez faible au regard de la différence avec philosophie. Donc je me dis finalement, peut-être que cette différence-là n'est qu'une différence liée au hasard, c'est-à-dire c'est un phénomène aléatoire. Cette année-là, dans cet échantillon, dans cet établissement-là, les lycéens ont obtenu une note en français meilleure qu'en langue étrangère, mais ça ne signifie peut-être pas grand-chose. Donc il va falloir tester ça. Le test statistique est là pour répondre à cette question. Est-ce un phénomène aléatoire, ou est-ce qu'il y a une véritable explication du type langue maternelle versus langue étrangère, et on a des meilleurs résultats en langue maternelle? Bon, peut-être que c'est ça, on ne sait pas. Donc on va regarder maintenant, c'est vrai que j'ai commenté la note en philosophie un peu rapidement, mais finalement on observe que les lycéens obtiennent des résultats qui ne sont pas très bons, on va dire, puisque la note attendue au baccalauréat, elle est de 10 pour valider, pour obtenir son baccalauréat. Là on voit quand même la moyenne des 90 lycéens, elle est de 9,28 sur cette matière-là au baccalauréat. Donc on a quand même des belles différences entre français et philosophie, langue étrangère et philosophie, et puis une différence entre français et langue étrangère qui est un petit peu moins importante, mais on va voir si elle est à considérer ou pas. Alors pour savoir ça, je vais regarder les résultats de la NOVA, résultats qui sont donnés dans le tableau test des effets intra-sujet. Alors ici, vous allez voir qu'il y a plusieurs lignes qu'on peut considérer dans ce tableau-là. Mais en fait, au niveau licence, au niveau L3, au niveau qui est le vôtre, on va simplement considérer la première ligne qui s'appelle sphéricité supposée, et on va chercher le résultat de notre ANOVA ici.
Les autres lignes sont intéressantes, alors vous allez voir que souvent elles donnent le même résultat, hein, mais elles peuvent être intéressantes dans certaines circonstances, sous certaines conditions qui ne seraient pas remplies par rapport aux conditions d'application de l'ANOVA, mais ça c'est des choses un peu compliquées pour le niveau L3 que vous pourrez toujours étudier plus tard si ça vous intéresse. Donc nous on va s'intéresser à la première ligne. Alors comment on va écrire le résultat ici? On va, comme tout à l'heure, comme dans la séance 1, pardon, dans laquelle j'avais présenté l'ANOVA facteur, on va écrire l'ANOVA avec l'indicateur, la lettre qui renvoie à ce test-là de l'ANOVA, c'est la lettre F. Alors, on va juste revenir voilà, je passe quelques slides. On va juste revenir voilà, à cette slide-là, où cette fois-ci, je vous montre comment on doit écrire l'ANOVA, donc avec cette convention internationale qui nous dit qu'à côté de la lettre F, on doit ouvrir des parenthèses, et dans les parenthèses, on doit indiquer des degrés de liberté. Ces degrés de liberté, SPSS nous les donne. Donc sur la ligne sphéricité supposée, on a un 2 qui apparaît, qui correspond au nombre de modalités. Ici, il y avait français, langue étrangère, philosophie, 3 modalités. Donc nombre de modalités, moins 1, comme toujours pour les degrés de liberté. Et puis le deuxième degré de liberté, qui est donné sur la première ligne de la deuxième partie du tableau, première ligne qui s'appelle erreur matière, sphéricité supposée. On a un 178 qui apparaît et qui correspond, je l'ai indiqué ici sur ma slide, à l'équation n-1, donc 90 lycéens moins 1, 89, multiplié par k-1, c'est-à-dire 3 moins 1, 2, donc 89 fois 2, on a bien 178, voilà pourquoi, comment on obtient plutôt ces 2 degrés de liberté qu'il faut indiquer ici. Alors la valeur de l'ANOVA, SPSS nous fait encore nous fera encore une petite surprise ici en nous proposant non pas la lettre F dans l'avant-dernière colonne ici, mais la lettre D. Il faut savoir que dans les versions d'SPSS, version je crois avant les versions 20, quand on faisait le test de mesure répétée, ANOVA à mesure répétée tel qu'on l'a fait ici, on obtenait les mêmes tableaux, exactement les mêmes tableaux, mais on avait la lettre F qui apparaissait dans cette colonne. Il n'y a pas eu de changement au niveau international, au niveau de la lettre qui permet d'exprimer l'ANOVA, mais un jour, les ingénieurs d'IBM ont choisi de remplacer le F ici, hein, pas forcément partout, parce qu'on l'a vu dans la ANOVA facteur, c'était encore le F qui était présent, mais en tout cas ici, on choisit de remplacer la lettre F par un D, sans vraiment d'explication, et des collègues que j'ai interrogés n'avaient aucune explication non plus, sinon l'aspect commercial qui est d'embrouiller l'utilisateur et de lui vendre ensuite des formations joliment facturées. Donc ici, la valeur de l'ANOVA est de 73,16, mais cette valeur, comme d'habitude, on ne va pas pouvoir la commenter directement, on ne va pas pouvoir l'analyser, lui donner du sens, un sens. Par contre, on va regarder la probabilité qui est donnée dans la colonne à côté, sig, la colonne sig, donc c'est une probabilité, et une probabilité ici qui est très faible, donc je vais choisir d'écrire 73,16 avec P inférieur donc à 0,05, c'est-à-dire que j'ai très peu de chance ici, en fait, pour être plus précis, moins d'une chance sur 1000 ici, de me tromper en affirmant qu'il existe des différences, ou en tout cas, attention, toujours la même formulation que dans l'ANOVA facteur, qu'il existe au moins une différence significative entre les notes obtenues en français, langue étrangère et philosophie. Alors, s'il en existe une seule, c'est comme pour l'ANOVA facteur, s'il existe une seule différence significative, c'est forcément la différence la plus importante, c'est-à-dire entre la note la plus élevée, c'est 12,17 en français, et puis la plus faible, en philosophie, 9,28. C'est là où on a l'écart le plus grand, donc on sait déjà que cette différence va être significative. Concernant les deux autres différences, entre langue étrangère par exemple 11,82 et philosophie, on ne sait pas, même si on peut se douter que ça va être également significatif. Par contre, celle sur laquelle peut-être on a le plus d'interrogations, c'est celle entre français et langue étrangère, qui est la différence ici la plus faible qu'on peut constater dans ce tableau. Et là, il va falloir aller plus loin pour savoir finalement si la différence est significative entre ces deux matières-là. Alors, pour savoir ça, vous allez me dire, on va faire comme pour l'ANOVA facteur, des contrastes. SPSS ne permet pas, dans le cadre de l'ANOVA à mesure répétée, de faire ces contrastes, et en fait, on va devoir nous-mêmes, si on le souhaite, si on est un peu curieux et qu'on veut avoir plus de
de réponse par rapport à cette différence qu'on observe ici, il va falloir qu'on aille nous-mêmes faire des comparaisons à chaque fois de deux notes obtenues. C'est-à-dire on va comparer français à philosophie, français à langue étrangère, et puis langue étrangère à philosophie. Il y a 3 comparaisons possibles, et 3 comparaisons de 2 valeurs à chaque fois. Donc quand on compare 2 valeurs, je vous l'avais déjà dit, on est sur la situation où on va utiliser un test T de student, et ici un test T de student pour échantillon à parier, puisque ce sont les mêmes personnes qui obtiennent des notes en français, langue étrangère et philosophie. Donc je vais aller, bon c'est quelque chose qu'on connaît, on l'a déjà fait, hein, je vais aller dans Analyse, comparer les moyennes, et on va faire nous-mêmes les tests T pour échantillon à parier, pour savoir où se situent plus précisément les différences. Je vais peut-être me décaler voilà, un petit peu pour pouvoir voir ce que j'ai au-dessus. Alors, français par rapport à philosophie, ça, c'est a priori, on n'aurait même pas besoin de le faire, mais encore une fois, comme je l'avais dit pour la Nova Factor, c'est votre première fois, donc je vous propose de le faire ici. Langue étrangère et philosophie, deuxième couple qu'on crée ici. Honnêtement, je pense, vu la différence, que ce sera significatif aussi, mais on va le voir. Hein, c'est pas, au fond, c'est pas la subjectivité qui est importante, mais c'est les tests objectifs qui sont importants dans la science. Et puis finalement, là où j'ai le plus de doutes, c'est entre notes en français et notes en langue étrangère. Je vais le mettre en dernière comparaison. Donc je lance tout simplement ces 3 comparaisons-là. Alors je vous rappelle qu'SPSS nous donne automatiquement, il n'y a pas moyen de faire autrement, nous donne un tableau de corrélation qui ne répond pas du tout à la question qu'on se pose ici. Donc je le supprime tout de suite. Et il me reste donc un tableau de stats descriptifs avec 3 tests qui ont été réalisés, en fait en tout cas la description de 3 couples de notes, et les 3 tests qui sont réalisés dans le tableau de statistiques inférentielles juste après, où on aura donc le T de student. Alors, on ne va pas redécrire à nouveau les résultats qu'on a décrits un peu plus haut pour la Nova mesure répétée, c'est les mêmes moyennes. Simplement ici, donc entre français et philosophie, on peut voir l'écart entre les deux moyennes qui est donné dans la première colonne du deuxième tableau. On a un écart de 2,89. Le T de student qui teste cette différence-là de 2,89 prend une valeur de 11,37 qu'on ne peut pas analyser directement, et donc on s'en remet à la probabilité qui est fournie en dernière colonne, et on voit que ce résultat-là, donc entre français et philosophie, est significatif, c'est-à-dire que on peut supposer, avec peu de chances de se tromper, vous voyez quand même qu'on a moins d'une chance sur 1000 de se tromper ici, que les lycéens obtiennent de manière générale, les lycéens français, je ne parle plus simplement de mon échantillon, mais je peux supposer que les lycéens français obtiennent en tout cas présentent une tendance à obtenir des meilleurs résultats, des résultats significativement meilleurs en français qu'en philosophie. Concernant langue étrangère et philosophie, là également on avait un écart important de 2,54 si je regarde la première colonne du deuxième tableau. Cet écart donne lieu à un T de student, qui est donc il est testé par un T de student, qui lui est égal à 9,13 et ce T est significatif à nouveau. Donc de la même façon, eh bien, à la lecture de ces résultats, je peux conclure que les lycéens qui passent le bac obtiennent des résultats significativement meilleurs en langue étrangère qu'en philosophie. Restait la dernière comparaison qui concernait la note en français et la note en langue étrangère, avec un écart ici qui est relativement... Alors, quand je dis relativement faible, c'est moi qui dis ça, c'est très subjectif, je ne devrais pas dire ça. Objectivement, cet écart donc, est de 0,34, et il donne lieu à un T de student qui teste cet écart-là. Le T de student est égal à 1,38 et lui, par contre, n'est pas significatif, comme on le voit dans la dernière colonne du deuxième tableau. Donc finalement, dans notre échantillon, les lycéens obtenaient de meilleurs résultats en français au bac qu'en langue étrangère, mais cette différence n'est pas significative, c'est-à-dire qu'elle est probablement liée à un phénomène aléatoire, et peut-être que l'an prochain, on pourrait constater le contraire dans le même échantillon, ou peut-être que dans un autre lycée, eh bien on observerait le contraire que ce qu'on a pu constater ici dans cet échantillon-là. Voilà ce que je pouvais dire sur l'ANOVA mesure répétée. Je voudrais quand même
souligner quelque chose, c'est que le modèle linéaire général dans SPSS est très puissant. Là, on l'a utilisé d'une manière assez simple pour faire une ANOVA à mesure répétée, donc une seule variable intrasujet à 3 modalités, point, voilà, on ne va pas plus loin. Mais on peut très bien lui demander plus et lui demander des choses vraiment intéressantes. Par exemple, ici, je vais évoquer les plans mixtes en quelques minutes, les plans mixtes, où on va croiser des variables inter et intra. Alors par exemple, rappelez-vous, on a vu il n'y a pas très longtemps, on a souhaité comparer les résultats obtenus par notre échantillon dans les moyennes dans les matières littéraires et les moyennes dans les matières scientifiques. On avait vu que notre échantillon, les 97 de notre échantillon, obtenaient de meilleurs résultats dans les matières scientifiques, 11,41, alors qu'ils obtenaient 11,13 dans les matières littéraires. Il y avait une différence entre les deux de 0,28 ou moins 0,28, mais ici on peut donner ça en valeur absolue parce qu'au fond, le moins est simplement lié à l'ordre d'introduction des variables dans le tableau. Si on avait inversé les deux lignes, on aurait un plus dans l'écart entre les deux moyennes. Si on teste cette différence-là entre les deux moyennes, on l'avait déjà fait, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait vu que le t était égal à 1,32, pareil, je vous le donne en valeur absolue, et qui n'était pas significatif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer que les lycéens français, enfin oui, que les lycéens qui passent le bac sont meilleurs dans le domaine scientifique que dans le domaine littéraire. Alors ce résultat est quand même un peu, peut-être un peu étonnant, et peut-être qu'on peut se dire, oui, mais finalement, quand on y réfléchit un petit peu, peut-être que si on considère la série au bac, et peut-être que si on s'intéresse plus spécifiquement par exemple à des lycéens qui sont en série littéraire, eh bien peut-être qu'eux auront des meilleurs résultats dans les matières littéraires. Et de la même façon, si on s'intéresse plus spécifiquement à des lycéens qui ont choisi la série S en terminale, eh bien peut-être qu'ils auront des meilleurs résultats dans les matières scientifiques. Alors dans ce cas, on va croiser, si on veut tester ça, on va croiser une variable intersujet, c'est-à-dire la série au bac. Est-ce que la personne est en, alors je l'ai écrit ici, est en littéraire scientifique ou économique social, avec une autre variable qui est la variable matière, donc il a une variable intrasujet avec deux modalités, scientifique littéraire, c'est-à-dire finalement ce qu'obtiendra la personne comme note dans les matières scientifiques qui correspondaient à maths, bio et physique, et dans les matières littéraires qui correspondaient à français, langue étrangère, philosophie et histoire géo. Donc, comment... Alors, pardon, voilà, j'ai pas tout à fait fini. Comment fait-on ça dans SPSS? Eh bien, c'est très simple. On refait la même chose qu'on avait fait tout à l'heure en allant dans le modèle linéaire général. Donc, analyse, modèle linéaire général. On va de nouveau cliquer sur mesure répétée. Et là, je vais créer ma variable matière. Simplement, cette fois-ci, elle aura... Alors, je vais peut-être faire réinitialiser, remettre cette fenêtre à 0. Je retape matière et je lui indique cette fois-ci 2 niveaux et je fais ajouter. Et à nouveau, on va définir les deux matières, donc ce sera littéraire et scientifique. Donc voilà, je vais chercher, donc vous voyez, les deux niveaux qui sont là, les deux modalités plutôt que niveaux qui sont indiqués là pour la variable intrasujet. Donc pour la première modalité, je vais choisir la note, la moyenne dans les matières, littéraires, et puis en deuxième modalité, alors je vais peut-être agrandir un petit peu ma fenêtre, comme ça on verra un peu mieux les variables. Donc la deuxième modalité, ça va être moyenne dans les matières scientifiques que je vais introduire ici en deuxième modalité, donc de la variable intrasujet matière. Et puis en facteur intersujet, donc la variable que je croise en termes de plan mixte avec ma variable intrasujet, ça va être la variable série au bac, donc LS ou S, mais là je n'ai pas à définir les modalités puisque c'est une variable inter-individuelle, intersujet, elle est déjà connue, elle est déjà dans la base de données, donc le logiciel la connaît. Comme d'habitude, je vais devoir demander les statistiques descriptives, donc dans Options, poursuivre, donc Options, statistiques descriptives, poursuivre. Et puis, alors je vais rajouter quelque chose qui peut être intéressant, puisqu'ici on va être peut-être sur un effet d'interaction, il est de coutume en fait de représenter les effets d'interaction
par des courbes parce qu'elles rendent évident en fait l'effet d'interaction. Donc je vous propose de créer un diagramme avec en axe horizontal, on va indiquer, alors laissez-moi réfléchir, je vais indiquer les séries au bac en axe horizontal et puis les matières en courbe distincte. Je réfléchis, c'est ce qu'on peut faire les deux, hein, les deux fonctionnent. Je réfléchis laquelle est peut-être la plus évidente, mais je crois que voilà, ça c'est pas mal. On va mettre la série au bac en axe horizontal et matière en courbe distincte, et on va faire ajouter ce diagramme. Voilà, et je fais poursuivre maintenant, et OK. Alors, comme tout à l'heure, je vais avoir beaucoup de tableaux, et comme tout à l'heure, finalement, il y a assez peu de tableaux qui vont m'intéresser ici. Statistiques descriptives, tout d'abord. Ce qui m'intéresse, c'est de constater que si maintenant je prends les moyennes dans les matières littéraires et scientifiques, mais en regardant par exemple que littéraire, eh bien les littéraires ont 11,78, si j'arrondis à 2 décimales, en littéraire, et 10,34 en scientifique. Donc on observe une différence de environ 1,4 points. Donc c'est pas une différence négligeable, on le verra tout à l'heure. Chez les scientifiques, eh bien, c'est ce qu'on constate pour les littéraires va s'inverser, c'est-à-dire que dans les matières littéraires, les scientifiques obtiennent une moyenne de 11,15, alors que dans les matières scientifiques, ils obtiennent une moyenne de 12,86, c'est-à-dire environ 1,7 points, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, 1,7 points entre les deux, mais dans l'autre sens que celui qu'on constatait avec les littéraires. Et puis pour économique sociale, là on observera une différence un peu moindre, hein, d'un demi-point, un peu plus d'un demi-point, environ 0,6 points, et avec des résultats qui seront meilleurs dans les matières scientifiques, avec 11,4 contre 10,47 dans les matières littéraires. Alors, si je vais maintenant dans le tableau test des effets intrasujets, si je m'intéresse simplement aux différences de notes obtenues dans les matières, de moyenne dans les matières scientifiques et littéraires, on voit que j'obtiens un F de 2,87 qui n'est pas significatif, vous voyez qu'il est supérieur à 0,05, c'est-à-dire que ça confirme ce qu'on savait déjà, ce qu'on avait déjà fait dans les séances précédentes et que je vous ai remontré dans une des slides précédentes de mon diaporama. Eh bien, finalement, il n'y a pas de différence dans les moyennes obtenues en matière littéraire et scientifique. Mais ça ne fait que confirmer ce qu'on savait déjà. Ce qu'on voulait savoir, et qui est le petit plus que nous permet d'obtenir le modèle linéaire général, c'est est-ce qu'il y a une interaction entre les moyennes dans les matières et la série au bac qu'on a choisie. Juste avant, je vous ai montré dans les stats descriptifs que, apparemment, oui, il y a des effets qui s'inversent. Les littéraires sont meilleurs dans les matières littéraires et les scientifiques meilleurs dans les matières scientifiques. Donc il y a bien un effet d'inversion qu'on observe, et cet effet-là est testé par cette ligne matière fois série au bac. Et là, la nova est égale à 29,90 et elle est significative, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a bien une interaction des deux variables inter- et intrasujet. Cet effet, je vous ai proposé de faire un diagramme. Et bien cet effet, il est particulièrement bien observable, on peut bien l'observer dans ce diagramme parce que regardez, les courbes vont se croiser. Alors j'ai mis les trois modalités en bas, les trois séries au bac en bas. Donc on a les lycéens qui ont choisi la série littéraire, ceux qui ont choisi la série scientifique et ceux qui ont choisi la série économique sociale. Chez les littéraires, la courbe verte, c'est le résultat, on voit ici, c'est la deuxième que j'ai introduite, c'est-à-dire scientifique. Donc chez les littéraires, les moyennes dans les matières scientifiques est inférieure à la moyenne dans les matières littéraires. Chez les scientifiques, eh bien l'effet s'inverse, d'où le croisement des courbes, avec de meilleurs résultats dans le domaine scientifique que dans le domaine littéraire. Et économique-social, là on a une différence moindre, on voit que les points ont tendance à se rapprocher, mais ils sont meilleurs en scientifique qu'en littéraire. Donc il y a bien des différences dans les résultats chez les lycéens, des différences dans les résultats entre matière littéraire et matière scientifique, mais il faut considérer la série au bac à laquelle on appartient, sans quoi eh bien, on ne peut pas constater de différence, parce que c'est vrai que quand on prend tous les échantillons ensemble, eh bien finalement, les résultats se moyennent et les différences s'effacent. Voilà
je voulais vous présenter l'intérêt de ce modèle linéaire général dans SPSS qui permet de croiser, de faire des plans mixtes, d'étudier des plans mixtes en croisant des variables inter et intra-sujets. J'espère que vous aurez réussi à me suivre. C'est pas, je dirais, en L3, vous n'avez pas besoin d'avoir tout compris à cela, mais si vous avez compris, c'est un plus et c'est très bien, ça pourrait vous aider pour la suite de votre cursus en psychologie. Voilà, je termine donc sur ce plan mixte dans le modèle linéaire général, dans SPSS. Je vous remercie de votre attention et je vous invite donc maintenant à écouter, à visionner donc les 3 prochaines vidéos, 3 prochaines séquences qui concernent encore des questions qui n'ont pas pu être abordées en cours.